Scheherazade, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous venez de terminer des travaux qui m'ont été très chaudement recommandés et qui ont d'ailleurs obtenu un prix. On va en parler. Ces travaux portent sur les témoignages de femmes. Donc, en deux mots, on va commencer par le prix que vous avez obtenu, le prix Métron, qui est un Oui, prix prestigieux. Pouvez nous en dire davantage? oui, donc le prix Jean Métron, c'est un prix d'histoire sociale qui récompense chaque année un mémoire en histoire sociale et en histoire donc contemporaine. Mhm. Et donc, vos travaux ont porté, alors très précisément, parce que il faut toujours, comment dire, un cadre géographique et temporel. Alors, votre cadre, c'est quoi? Alors, le cadre géographique, donc c'est globalement la France, et le cadre temporel, donc c'est 1945, milieu des années 1990, pour l'intégralité du travail, mais on va reparler du corpus. Il y a aussi une césure en 1961 qui est importante. D'accord, on parlera de 61. Et l'objet d'étude, plus précisément, Donc, l'objet d'étude, c'est donc les témoignages publiés et non publiés qui ont été écrits par des femmes juives déportées à Auschwitz depuis la France. Et donc, du coup, à la fois les témoignages dans leur contenu et leur matérialité et leur réception, et les parcours des femmes qui les ont écrits. les parcours des femmes avant Auschwitz et après, ou à la sortie d'Auschwitz et au moment de Plutôt, témoignage et éventuellement écriture. plutôt après. Pour ce qui est d'avant, c'est plutôt savoir ce qu'elles faisaient comme métier, tout ça, mais plutôt après. Ouais. Leur parcours de témoin, si vous voulez. Ouais. Et comment ça vous est venu? Ça fait partie de ces réparations qu'on essaie d'apporter à l'historiographie, dans laquelle les femmes sont, sinon invisibles, du moins invisibilisées. Oui, donc c'est une suggestion, parce que ça, j'ai pas dit, que du coup, mon mémoire qui a donc, remporté ce prix, il a été réalisé sous la direction de Laura Hobson-Farr à l'Université Paris 1. Et Ouais. donc, c'est une suggestion de Laura Hobson-Farr quand on fixait mon sujet de recherche. Il a fallu que je choisisse un genre et effectivement, j'ai choisi les femmes Mhm. pour réduire la focale. Laura, on la connaît Parce bien. qu'effectivement, elles sont moins présentes dans l'historiographie. Oui, c'est ça, c'est ça. Et Laura y est d'autant plus sensible elle travaille. Enfin, on l'a invitée déjà à Ombre Blanche et on compte bien le faire à nouveau pour son ouvrage qui sort en français juste avant l'été. Il est sorti en anglais dès maintenant. Et elle a travaillé sur l'assistance l'assistance des déportés après la guerre et là, maintenant, sur le sauvetage, non? C'est ça, ses nouveaux travaux, son nouveau livre. Oui, c'est ça, c'est sur les enfants. Ouais, le sauvetage des enfants. Et c'est vrai que quand je travaillais sur les réseaux, par exemple, c'est que le réseau Garel, je suis assez énervé de voir qu'on appelle cela le réseau Garel, alors que André Salomon a joué un rôle extrêmement important. Et on aurait dû appeler cela le réseau Garel-Salomon. Donc c'est vrai que on a beaucoup de travail à faire encore pour redonner aux femmes la place qui leur est due. Alors, merci donc par ce travail d'y penser, de le faire. Euh, Comment avez-vous constitué ce corpus de femmes, de témoignages plutôt que de femmes, de témoignages de femmes? Ouais. Alors, pour sélectionner les récits, j'avais plusieurs critères. Donc, il fallait que le témoignage, donc témoignage, je le comprends dans un sens large. Donc, c'est un récit rétrospectif, parce que à Auschwitz, c'est voilà, prendre des notes, c'est impossible pendant l'essentiel de l'ouverture du camp. Il y a quelques exceptions dans certains camps annexes. Globalement, c'est pas possible. Donc, pour les femmes. Donc, des témoignages qui ont été faits après coup et des supports variés. Donc, des lettres, ça compte, des témoignages judiciaires, ça compte, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de restriction sur le type de récit. Par Mhm. contre, il faut que ça ait été écrit en français,
qu'il y ait une dimension écrite au témoignage. Donc, dans la mesure du possible, il y a toujours une marge d'erreur possible. Mais l'idée, c'est que quelque chose qui a été dit et ensuite retranscrit à l'écrit, ça fait pas partie de mon corpus. Euh, il faut que la femme qui ait écrit ce témoignage soit juive, soit qu'elle se considère elle-même comme juive, soit qu'elle ait été déportée en tant que juive. Donc en fait, il y a une pluralité d'identités revendiquées et ressenties par ces femmes, mais c'est ça qui fait que aussi que leur témoignage est pris en compte dans mon travail. Il faut qu'elles aient été déportées à Auschwitz pendant au moins une partie de leur déportation et qu'elles aient été déportées depuis la France. Si elles ont été déportées depuis ailleurs, ça compte pas. Et il faut D'accord. que, pour la première partie de mon corpus, que le témoignage ait été écrit avant 1961. Ouais. Alors, ça fait beaucoup d'éléments techniques, Oui. d'éléments scientifiques. On est en sciences humaines, on est en histoire. Mais j'ai tout de suite envie de vous poser la question, euh, est-ce que vous vous êtes rendu compte pendant que vous cherchiez que finalement, tout cela transparaissait de sang et de sueur et de souffrance? À quel moment vous est venu, parce que j'imagine que quand on lit cela, on ne peut pas rester insensible. Est-ce que tout de suite vous vous êtes rendu compte que vous étiez sur un terrain miné par l'émotion et que la rigueur scientifique nécessaire et que vous allez maintenir au cours de vos travaux vont être freinées ou contrariées par l'émotion? Je dirais avant d'avoir lu le premier témoignage, en fait. Parce que Ouais. j'en avais déjà lu avant. J'avais pas lu, j'avais lu aucun texte sur lesquels j'ai travaillé après. Ces textes qui sont pas très connus, en fait. Mais déjà avant, je savais quelque part à quoi j'avais déjà lu des témoignages, je savais que ça allait être difficile. Et là où j'en ai vraiment pris la mesure, c'est quand je me suis rendu compte, après un certain temps à fréquenter ces témoignages, qui en fait ont des similitudes, euh, je m'en suis rendu compte vraiment quand il y a des témoignages qui ont une petite différence, un Ouais. thème qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et où là, tout Vous le avez un, côté émotionnel et le fait d'être touché personnellement revient d'autant plus fort qu'on n'est pas habitué à ça. vous avez un exemple précis? Euh, oui, il y en a plusieurs, mais c'est un petit peu, c'est un petit peu difficile. C'est le cas, par exemple, de évoquer le sort des bébés, par exemple, Ouais, qui pensez arrivent. à ça. Pensez à. On le voit pas, on le voit jamais, parce que si les femmes sur lesquelles je travaille, si elles étaient arrivées avec un bébé, elles seraient pas rentrées. Donc en fait, elles en parlent peu. Et quand elles en parlent, du coup, c'est quelque chose qui est suffisamment inhabituel pour réveiller le côté émotionnel qui, Ah, bien sûr. Ouais, bien sûr. de manière d'autant plus forte. Ouais. Après, dans ces témoignages, est-ce qu'on retrouve une sorte de schéma narratif habituel? Oui, donc en fait, après, il faut voir en fonction des types de témoignages, puisque donc ça, c'est les témoignages que j'ai appelés précoces. Et ensuite, j'ai comparé avec des témoignages plus tardifs qui sont totalement différents en termes de narration pour plein de raisons qu'on pourra évoquer après éventuellement. Mais oui, surtout pour les témoignages publiés, en fait. Euh, Les précoces, parce- Pardon? les témoignages publiés tôt. Oui, c'est ça. Donc, on a vraiment un schéma narratif qui est très clair, avec on commence quasiment systématiquement juste avant l'arrestation. En général, quand c'est un témoignage publié, on ne remonte pas Mhm. à l'enfance, etc. C'est le moment de la déportation qui est considéré comme important par la personne qui écrit. Donc on L'arrestation. commence juste avant. Ah oui. Mhm. Euh, il y a quelques passages obligés, le trajet en train, l'arrivée au camp, le choc de l'arrivée au camp, le moment du tatouage, le moment où les femmes récupèrent des vêtements. Euh, le passage par l'infirmerie, donc tout un ensemble de thèmes qui reviennent. Et ça s'explique aussi par le fait il y a besoin en fait d'avoir quelque chose qui est très contrôlé et, euh, et Rationnel. linéaire et timé. Ouais, on cherche quelque chose de rationnel Oui, pour dans être cru en le fait. parcours qui mène à la folie, quoi. Oui, et pour être cru, parce qu'elle s'adresse à quelqu'un et elle s'adresse à un lectorat qui n'a pas forcément été déporté. Et elles ont très peur de ne pas être crues
tout de suite, dès le départ, elles ont peur de ne pas être crues. Et le fait d'avoir quelque chose avec des dates, d'être précis, d'être chronologique, euh, parfois même de donner des détails, par exemple les grammes de nourriture qu'on leur donne, ce genre de Ah oui. détails qu'on voit moins plus tard, c'est une manière d'être cru en donnant, enfin, de rajouter de la crédibilité en fait au récit. Parce que ça, bah, tout témoignage est reconstruction. Mais là, Oui, si on va donner le nombre de grammes, c'est parce qu'on l'a lu après, au moment où elles étaient en train de crever de faim, enfin, pardon pour l'expression un peu crue, en tout cas, au moment où elles étaient affamées, elles ne savaient pas combien de grammes on leur donnait. bien Et sûr. donc, est-ce que, justement, vous avez parfois deux témoignages de la même personne qui se contredisent ou qui ne sont pas exactement le décalque de l'un de l'autre? Est-ce que Oui, dans la reconstruction, on a parfois des choses qui sont différentes? Oui? oui. Donc, on a deux cas. Il y a le cas des erreurs. Donc, une erreur sur une date, une erreur sur un chiffre, une erreur sur le bilan aussi. Donc, dans ce cas-là, en général, dans le témoignage ultérieur ou la réédition, il y a une note en général d'un historien ou d'une historienne pour amender le témoignage, mais on laisse l'erreur de manière générale pour pas modifier la source. L'autre cas, c'est celui où on va avoir des ajouts. Et ça, c'est valable pour des thématiques dont on ne parle pas dans les années, les premières années après la Shoah et dont on parle plus tardivement. Notamment, donc, l'exemple le plus frappant, c'est sur les violences sexuelles. D'accord. Avec là, pour le coup, un témoignage qui n'a pas été publié, mais où donc l'autrice a fait un autre récit en s'appuyant sur son témoignage qu'elle a écrit en 45, Mhm. et donc avec des passages qui sont carrément calqués et qui sont repris de son témoignage de 45, qui a été publié lui aussi par la suite, et des ajouts sur cette question des violences sexuelles. Où on a sur une page, on a des paragraphes qui sont calqués et l'ajout d'un nouveau paragraphe qui est absent du texte d'origine, et ensuite on reprend le fil du récit. Et c'est dans quelle année elle a rajouté cela? Son deuxième récit, Ou à peu près dans la euh, fourchette. Parce c'est les que, années 90, c'est 95 la publication. ouais, c'est ça, c'est tardif. C'est tardif. Parce que ce que j'avais entendu, c'était par rapport à des enfants cachés. Euh, le phénomène MeToo a même débloqué la parole chez certains enfants cachés qui ont évoqué ensuite des violences sexuelles qu'ils auraient subies dans les familles où ils étaient cachés. Donc là, on est 2000, 2010, 2000, ouais, un peu tardif, plus tardivement encore. Mais donc, euh, est-ce que vous avez pu rencontrer certaines de ces personnes-là et est-ce que vous avez pu avoir euh, un témoignage réactualisé ou des choses qu'elles vous disent, ah mais ça j'ai pas pu l'écrire, ça je pouvais pas l'écrire, est-ce que ça s'est produit? Non? Non, j'ai rencontré des descendants Ouais. et j'ai consulté aussi les témoignages vidéo. Elles sont plusieurs à avoir témoigné en vidéo plus tard dans les années 90, ce qui permettait du coup d'avoir parfois des éléments sur notamment des tentatives de publication qui ont échoué, mais c'est tout. Mm. Et par rapport alors vous disiez, ce qui a été rajouté, c'est parfois, enfin, l'exemple précis que vous donnez, concerne les violences sexuelles. Au niveau de la résistance, on sait que les femmes à Auschwitz ont joué un rôle très important, par exemple pour apporter de l'explosif ou apporter les pièces pour constituer l'appareil photo, pour faire ces fameuses photos. Enfin, les cahiers d'Alter reviennent là-dessus, mais on connaît cette histoire. Est-ce que là aussi, il y a eu des rajouts postérieurs ou est-ce que dès le début, elles ont évoqué ces idées de résistance? Euh, Dès le début, parmi les thèmes que j'évoquais précédemment, donc là c'est après il y a plusieurs plusieurs manières de résister dans le camp. Euh,
Donc, elles en évoquent certaines qui y participent. Le fait de faire rentrer une camarade dans un commando réputé moins difficile, c'est déjà de la résistance. Sur ces formes plus, on va dire, spectaculaires de résistance, j'ai pas vraiment de traces dans les témoignages sur lesquels j'ai travaillé. Par contre, la résistance, elle est toujours présente. Et dans les motifs, il y a notamment le motif de Malala Belge, qui était donc qui s'est enfuie d'Auschwitz, qui a été rattrapée et qui a été exécutée au camp. Elle est présente dans beaucoup de récits, notamment parce qu'elle aidait des Françaises. Ouais. Et ces récits, est-ce que, enfin, ils avaient quel but, en fait? Elles écrivaient, elles témoignaient pourquoi? Alors, il y a plusieurs, il y en a plusieurs. Donc, elles peuvent témoigner parce qu'on leur demande, La famille déjà. on demande. Alors, la famille peut demander, les associations de rescapés peuvent demander. Les associations sont très importantes dans le processus de diffusion des témoignages et de témoignages. D'autres personnes peuvent aussi demander. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas ce qui est arrivé à enfin, à sa proche et qui cherche à savoir ce qui s'est passé et qui va donc demander à d'autres personnes ou alors établir des attestations de décès, ce genre de choses. Donc ça peut être un motif. Sinon, dans les fonctions du témoignage, il peut y avoir une fonction un peu thérapeutique et d'affirmation de l'identité. Donc, le fait de dire je, de reprendre le contrôle sur ce qui s'est passé, de manifester de la gentilité, d'avoir une maîtrise sur ce qui arrive, de se représenter comme un être humain. Il peut y avoir une fonction mémorielle aussi, avec la peur de l'oubli qui est très présente dans les témoignages, notamment quand les femmes expliquent pourquoi elles témoignent, parce que ça ne va pas de soi en fait, elles ne sont pas écrivains. Donc la peur de l'oubli, la peur d'oublier soi-même et la peur qu'on oublie celles qui ne sont pas revenues. Et là aussi, vous avez suivi vous avez, comment dire, constaté plutôt une évolution à partir du moment où le négationnisme va Oui. devenir patent, où il monte sur scène, quoi. Il y a vraiment quelque Oui. chose qui se déclenche. Donc il y a deux évolutions en lien avec la mémoire. Donc d'un côté, le fait que, enfin, une manière différente de nommer les personnes, c'est plus, on nomme plus de manière un peu systématique tout le monde, on va plutôt insister sur des figures par rapport à avant. Et par rapport effectivement au négationnisme, donc il y a donc, quand les femmes expliquent pourquoi elles témoignent, elles en parlent beaucoup plus, donc de répondre aux négationnistes, de ne pas laisser dire les négationnistes. Et ça a aussi une influence sur la manière dont elles témoignent et sur les conditions dans lesquelles, si elles sont publiées, parce qu'il va y avoir l'appui d'historiens qui vont contextualiser, qui vont ajouter des notes, euh, et notamment pour éviter que des erreurs éventuelles soient instrumentalisées. Ouais, ouais. Euh, toujours dans, vous avez donné une liste de raisons pour Donc il y a les. d'autres fonctions aussi. Pardon? Oui. Ouais. Oui, il y Ouais, a d'autres raisons pour lesquelles elles... oui. En fait, il y a tout un tas de raisons, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est leur entourage proche. Est-ce que finalement, Ouais. l'interlocuteur premier, c'est l'entourage proche, la famille, quoi? Euh, Qui est le Ça dépend des destinataire? cas. Parfois, elles écrivent. Ouais, parfois elles écrivent pour leur famille. Donc il y a un cas, le cas d'une femme qui a écrit dans la préface de son texte qu'elle ne publie pas, euh, qu'elle écrit quelque chose, qu'elle veut pas le publier parce qu'elle n'a pas l'impression que d'avoir les compétences littéraires pour ça. Ça c'est un motif qui est très important aussi. Ah oui. Mais qu'elle écrit parce qu'elle veut que ses enfants sachent ce qui lui est arrivé et que ses enfants sachent comment son mari est mort. D'accord. Euh, donc voilà, il y en a qui écrivent pour leur famille, il y en a qui écrivent sous l'impulsion d'un proche aussi qui fait pas forcément partie de la famille. Et parfois, le témoignage ne passe pas. Donc, j'ai fait des entretiens avec des descendants qui expliquaient que, donc, notamment le cas d'un fils d'une femme qui a été déportée, qui disait que, il savait que sa mère écrivait quelque chose, qu'elle a écrit dans les années, fin des années 50. Il savait que sa mère écrivait quelque chose, mais il savait pas quoi, et il n'est pas sûr de l'avoir déjà lu. Ah ouais. Alors, C'est il y a une pas, forme de il n'y a déni. pas forcément ça dépend de plein de facteurs en fait. Ouais, De qui est rentré, qui n'est pas rentré de la déportation, à quel point il y a une charge traumatique importante autour. c'est ça. Ouais. C'est très variable.
Ouais, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de continuer les travaux, voir la deuxième génération, comment elle a reçu cela, ou comment elle a fait un déni, ou comment cela a provoqué un trauma. Mais c'est pas votre champ d'étude. Votre champ d'étude, c'est le témoignage lui-même. Euh, Ce témoignage, justement, euh, est-ce que au sein du témoignage lui-même, au sein de l'écriture, il y a un moment de rétention? Un moment où elle se dit, où la femme qui écrit se dit, ça, je me tais, je ne le dis pas. Est-ce que explicitement elle montre des moments où... J'en ai pas en tête, que ce soit explicite. Mais c'est à peu près certain qu'il y a des choses de cet ordre-là. D'ailleurs, je parlais de violences sexuelles précédemment. La femme qui en parle, elle n'est pas victime de ces violences sexuelles-là. Toutes les violences sexuelles qui sont dans mon corpus, c'est des violences desquelles les femmes ont été témoins. Donc, et à partir de là, voilà, et même de manière plus générale dans d'autres corpus, on n'a pas de victimes, on a peu de victimes, on a beaucoup de témoins. Il y a quelque chose Ouais. qui bloque quelque part et il y a des personnes qui ne peuvent pas raconter ça, qui ne se Mm. sentent pas de raconter ça. Mais explicitement, Ouais. je crois pas. Et donc on sait qu'il y avait le quartier des femmes à Auschwitz. Est-ce qu'à partir de votre témoignage, on peut arriver à reconstituer historiquement les conditions de vie dans ces quartiers, dans le quartier des femmes, où elles vivaient, les travaux qu'elles font, tout cela, vous arrivez à finalement à le reconstituer? Oui, donc déjà avec des précautions parce que mon objet d'étude, je travaille sur des témoignages, donc sur la mise en récit de ce qui s'est passé. Donc ce sur quoi je travaille, c'est sur ce que les femmes disent, comment elles le disent, ce qu'elles choisissent de dire. Ouais. Donc pas tellement sur ce qu'elles ont vécu parce que ça, j'y ai pas accès, c'est autre chose. Par contre, effectivement, on a des éléments sur les conditions de vie, sur les commandos, mais pas sur toutes les périodes. Parce qu'il y a des moments où il y a des épidémies, en 42-43, il y a des grosses épidémies dans le camp des femmes. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont été déportées avant ce moment-là, qui sont mortes au moment de ces grandes épidémies. Euh, donc on n'a pas de traces. Les femmes qui ont été dans les commandos, les plus durs pendant très longtemps, même chose, elles avaient un taux de mortalité qui était plus important. Donc oui, mais avec la précaution que ce à quoi j'ai accès, c'est les femmes qui sont revenues, donc forcément, je peux Oui. pas Et parler là, pour l'ensemble. dans les travaux forcés, puisqu'elle faisait les travaux forcés, cette fois, elle montre comment elles ont été battues. Enfin, elles le disent clairement, comment elles ont été Oui. battues. Oui, là, il n'y a pas de... Non. Et elle nomme les gardiens, elle nomme les SS quand elles le peuvent, parfois avec des erreurs aussi. Surtout dans les témoignages judiciaires, parce qu'une autre fonction, on parlait des fonctions, c'est la fonction judiciaire. Parmi les témoignages sur lesquels j'ai travaillé, il y a aussi des témoignages qui sont produits pour être utilisés au moment de procès. Et D'accord. donc, dans ces moments-là, évidemment qu'on parle de la violence, on nomme les gens. Mhm. Ouais. Vous aviez évoqué l'année 61 comme une année de Oui. césure. Que s'est-il passé? Donc, c'est l'année du procès Eichmann. Le procès donc, de, Ouais, d'Eichmann à Jérusalem. Et donc, à ce moment-là, on considère, donc, dans l'historiographie, c'est Annette Viverka qui a un peu mis en avant cette césure dans l'ère du témoin. On considère que c'est une rupture dans l'histoire enfin, pour les témoignages, parce qu'à ce moment-là, on a la naissance d'une identité sociale pour le témoin, et donc du coup d'une forme de mission, et c'est à ce moment-là que naît l'idée de mission du témoin, enfin, du rescapé qui devrait témoigner. Et à partir du moment où on a une attente sociale qui pèse sur les individus, et une attente donc de la société qui dit, ah, vous étiez là, vous avez vécu ça, vous devriez témoigner. À partir de là, on a un rapport au témoignage qui est différent. D'accord. Et c'est une forme, la parole va se libérer dans les années 62, 63. Pas vraiment. Enfin, sur mon corpus, l'année 61, elle a pas vraiment d'influence. Ce qu'on voit dans mon corpus, c'est que les femmes écrivent tout le temps. Elles sont pas publiées tout le temps. Elles arrêtent d'être publiées en 47, en gros. D'accord. Donc elles sont pas du tout publiées tout le temps et ça reprend en 89. Entre les deux, il y a rien. Ouais.
Mais non, ça n'a pas vraiment d'influence tout de suite. Oui, et puis, C'est plus la géographie plus globale de la mémoire française, plutôt dans les années 80-90, où donc il y a la mini-série américaine Holocauste qui est diffusée en France, qui du coup crée un intérêt dans la société et un public pour les récits, parce que c'est ça aussi la question, c'est les maisons d'édition, pour publier, il faut qu'il y ait des gens pour les lire. ouais, Donc, puis la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv par Jacques Chirac, enfin, le moment où le génocide prend plus de place c'est dans ça. le paysage mémoriel par rapport à la résistance. Et, C'est et- plutôt et ça la bascule. donc, alors, c'est vrai que on oublie souvent, on oublie trop l'importance de Holocauste et Meryl Mm. Streep et la manière dont ça a parlé à tout le monde, quoi. C'est la première fois que ce qu'on appelait l'Holocauste rentre dans les maisons par le petit écran. Et c'était, je crois, le vendredi soir. Enfin, je me rappelle encore, on regardait tous cela, cette série avec effarement. Et, et là, c'est carrément entré dans les témoignages ou pas? De manière indirecte, mais il n'y a pas vraiment, Est-ce que ça a peut-être pu dans les témoignages VHA, influencer mais dans la reconstruction? Puisque oui. ça a influencé dans la reconstruction? Alors dans la reconstruction, je pourrais pas vous dire. Par contre, ce qu'on sait par ailleurs, c'est que ça a pu relancer parce que la représentation de ce que c'est que la Shoah à l'écran, il y a une partie des déportés qui se sont insurgés parce que c'était trop propre, ça reflétait pas l'horreur de ce qu'ils avaient vécu. Ouais. Donc il y a eu aussi une forme de réaction à Ah, cette image trop lisse de la Shoah. ouais. Ah, ouais. Ouais. Et cette image, d'ailleurs, qu'on n'arrive pas à enlever, par exemple, les vêtements que portaient les Juifs, on a tendance Oui, à faire encore des pyjamas rayés. Enfin, alors que non, non. Ouais. non, Et heureusement c'était qu'on a les n'importe quoi ce qu'elle portait. témoignages pour rappeler enfin, qu'elles portaient ce qu'on leur balançait Mm. devant elles et que ça n'avait aucun lien ni entre les vêtements, ni avec les saisons, ni avec les tailles. Enfin, c'était. Ouais, et ça, c'est difficile encore à faire admettre, à faire comprendre, à faire comprendre. Là aussi, le témoignage, enfin, le discours plutôt de Chirac, est-ce qu'il est entré dans ce témoignage? Non, Non. non, il peut en être fait mention, mais c'est pas présenté comme. Ce qui peut être présenté comme une raison pour reprendre la parole, ça va être le négationnisme de manière générale, Ouais, ou alors une rencontre. Dans le cas d'une des femmes, c'est une rencontre avec Serge Klarsfeld, ouais. euh, et donc, du coup qui fait effet boule de neige et qui conduit à un nouveau témoignage. Mm. Mais en général, c'est le négationnisme ou une rencontre. Ouais. Pendant mes études en littérature, il y avait une question laquelle je n'arrivais pas à je n'arrivais même pas à en comprendre la question, c'était celle de l'écriture féminine. Hmm. Marguerite Duras et l'écriture féminine. Là, est-ce que vous reconnaissez des traits d'écriture féminine dans ce témoignage? Ou des traits féminins? Alors pour ça, il faudrait que j'ai lu plus de témoignages d'hommes Ouais. pour pouvoir identifier des traits féminins. Euh, Il y a des traits communs entre les femmes. Par exemple? Euh, le fait de beaucoup parler des autres, le fait Ouais. de beaucoup parler des compagnes de différentes manières. Donc celles qui étaient très proches, celles qui sont considérées comme étant des sauveuses, celles qui au contraire forment une espèce de masse à laquelle on ne veut pas ressembler. Donc il y a plusieurs manières de les décrire, mais en tout cas, les autres sont toujours très présentes dans les récits. Euh, c'est l'aspect principal qui est Ah. commun entre tout ça. Mhm. Et, et elle montre aussi bien enfin, pas les rivalités, mais la manière dont pour survivre, il fallait écraser l'autre, ou elles insistent plutôt sur la solidarité. Les deux. Les deux vont ensemble. Après, il y a aussi des différences entre les témoignages qui sont publiés et les témoignages qui ne le sont pas.
notamment sur parce qu'il y avait des réseaux de solidarité qui étaient fondés sur l'appartenance politique, donc les femmes juives communistes qui se soutenaient entre elles. Euh, donc des femmes qui auraient été à l'écart de ce groupe, par exemple, elles vont en parler, mais plutôt dans des témoignages qui sont non publiés. Mais vraiment, les deux coexistent en fait. Et de manière générale, si on mentionne des épisodes où une déportée s'en prend à une autre déportée ou vole une autre déportée, ça va rarement être des conflits entre Françaises. D'accord. Ça va être, on va mentionner les Juives hongroises ou les déportés de droit commun polonaises, mais ça va pas être entre Françaises, ce genre de... Alors que ça a probablement eu lieu, mais c'est pas ça qui est mis en avant. Alors, ça, c'est parce qu'ils ont été édités. Il y a en quelque sorte un nettoyage qui se fait ou vous ne pouvez pas le prouver de toute façon. Oui, et c'est pas vraiment un nettoyage, ce serait trop surplombant en fait, parce que c'est Judith Loncan qui parle de la spirale production-réception. C'est pas uniquement la maison d'édition qui va avoir une influence sur, qui va faire un tri en fait entre le bon témoignage et le mauvais témoignage. C'est aussi la personne au moment où elle écrit, quand elle va prendre la décision de publier, qui va aussi plus ou moins consciemment se demander qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qu'on attend de moi que je raconte. Mhm. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que je peux écrire ou pas, qu'est-ce qui va être audible ou pas. Donc, on est plus dans une forme d'autocensure que, une forme de censure. Hmm. Oui. Est-ce que, à partir de ces... avant de lire ces témoignages, j'aviez lu beaucoup de choses sur la Shoah. Vous aviez déjà construit euh, votre, euh, votre bagage scientifique. Est-ce que ces témoignages vous ont, ou qu'est-ce que vous ont appris de plus, ces témoignages, par rapport à Rowling ou un livre sur les déportations depuis la France? L'importance des relations entre les personnes. Ouais. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, Des... hum, enfin, les relations, à la fois les relations euh, euh, d'antagonistes et les relations amicales, ou Oui, qu'est-ce que vous voulez oui, les dire deux. les deux? C'est-à-dire, Surtout les relations amicales et des relations amicales qui durent après le camp aussi, ouais. avec des femmes qui restent amies, qui rédigent des témoignages ensemble, qui lisent les témoignages les unes des autres, qui s'adressent les unes aux autres à la deuxième personne dans les témoignages. Louise, est-ce que tu te souviens de ça? Il Mhm. y a ça dans les témoignages parfois. Ouais. Donc ça, c'est important. Et des choses qui sont plus... parce qu'il y a savoir, on parlait des vêtements, que on donne aux femmes n'importe quoi, peu importe la saison, voilà. Et il y a les lire, et en lire plusieurs dizaines, qui parlent de leurs chaussures et qui expliquent qu'elles ont deux chaussures de pied gauche, ou qu'elles ont un écart de talon de plusieurs centimètres entre une chaussure ou l'autre. Ou que elles sont angoissées parce qu'elles risquent d'être envoyées à l'infirmerie parce que les chaussures sont trop petites. En fait, c'est des. Alors que dire que dans un ouvrage en fait, d'historien, la question des vêtements, elle va être. Mhm. On va passer très vite dessus. Ouais. Alors que pour ces femmes-là, c'est fondamental dans leur survie, en fait. Ouais. Avoir des mauvaises chaussures, ça peut conduire à la mort au camp. Mhm. Et, et, et justement, en ce qui concerne le corps lui-même, la représentation du corps, il est très, très présent? Il est surtout présent enfin, il est présent de plusieurs manières. Il est présent dans les passages à l'infirmerie. Il est présent, il est omniprésent dans quatre témoignages qui sont des témoignages judiciaires qui ont été préparés dans le cadre d'un procès, donc le procès du docteur Claubert, qui aurait dû avoir lieu en 1957 et qui a réalisé des expériences pseudo-scientifiques gynécologiques sur des femmes. Et donc il y a des femmes qui témoignent et là forcément elles parlent de leur corps. Sinon le corps, il est plutôt vu en miroir par rapport au corps des autres. Parce qu'elles n'ont pas de miroir, elles savent pas à quoi elles ressemblent.
Donc c'est au moment où elles sont rasées, par exemple, il y a un motif, là encore, qui est très fréquent, c'est de regarder les autres femmes, donc l'auteur regarde les autres femmes autour d'elle et se dit, c'est à ça que je dois ressembler actuellement. Mm. Ou regarder l'autre en ayant peur de lui ressembler. C'est dans le langage du camp, on les appelle les musulmans, Les- les déportés qui sont très faibles. Ah ouais. C'est Oui, dans l'argot du camp, on les appelle comme ça. oui, oui. Et donc, il y a la figure aussi de ce déporté qui est extrêmement amaigri et qui risque d'être sélectionné à la prochaine sélection et envoyé dans la chambre à gaz, qui fait un peu figure de repoussoir. Et Mhm. il faut surtout pas ressembler à cette Ouais. personne. Ben alors là, on parle du corps, mais je vous entends parler, un homme dirait la même chose. Est-ce qu'il y a une Euh, société féminine? alors, dans quelques témoignages, les femmes évoquent les règles, et en particulier l'arrêt des règles. Ouais. Donc ça, c'est une spécificité féminine. Et la question de la perte des cheveux aussi, euh, qui prend beaucoup de place. Mm. Donc ça, faudrait comparer avec des Ouais. récits d'hommes, voir comment eux vivent la perte des cheveux. Rasé, ouais. Mhm. Et euh, là, là, maintenant que vous avez terminé cette première phase de travaux, est-ce que vous arrivez euh, est-ce que vous avez tendance à projeter, c'est une question qui, je sors du corpus, est-ce que vous avez tendance à projeter ce que vous avez lu sur d'autres événements historiques? Est-ce que vous voyez de ce qui peut arriver? Enfin, euh, je pense pas aujourd'hui, je pense au génocide du XXe siècle, quoi. Est-ce qu'on retrouve des éléments, par exemple, au Rwanda, ou alors c'est pas, ma question n'a pas de sens, peut-être. Ah, si, si, parce que en fait, pour travailler sur le corpus sur lequel j'ai travaillé, il faut aussi lire des ouvrages théoriques et sur le témoignage. Et travailler sur le témoignage, c'est pas forcément travailler spécifiquement sur le témoignage sur la Shoah. Donc en fait, il y a des éléments et des types de témoignages. On peut classer en fait les témoignages par type, notamment des témoignages qu'on peut appeler empêchés ou rivés au traumatisme. Et donc, du coup, avec des personnes qui sont bloquées sur un événement, qui n'arrivent pas à dépasser cet événement dans la narration, ou qui vont avoir des témoignages qui sont circulaires, donc ils vont commencer, on va arriver à un événement, on va partir dans autre chose et on va revenir sur cet événement. Et du coup, ça donne des témoignages qui sont très décousus, durs à lire. Euh, on peut retrouver ça en fait, dans des témoignages, même jusqu'à aujourd'hui, de personnes qui ont été victimes Baptiste, d'événements traumatisants ou extrêmement violents. ouais. Oui, oui, indépendamment d'un Oui, ça a génocide. totalement du sens. Ouais. Et ça vous a pas donné envie d'aller vers, je sais pas, vers le judiciaire, enfin vous-même dans vos études, d'aller vers le droit, vers le judiciaire, vers Non, mais j'étais déjà très, j'étais déjà très engagée dans mon l'historienne? parcours d'étudiante en histoire, donc Ouais. non, pas vraiment. Bon, en tout cas, enfin, j'ai la chance de pouvoir le lire bientôt. Là, pour l'instant, je l'ai parcouru, mais ça me donne très envie. Et on va laisser la parole à l'auditoire. Si vous voulez poser des questions à Scheherazade ou si vous voulez évoquer vous-même euh, vous adressez à une spécialiste du témoignage et vous, en tant que témoin de témoin, ou Evelyne, je vous vois un Oui, peu. je, je pense au témoignage d'une amie, mais qui n'est pas partie de France, qui était hongroise. Et donc, elle a été déportée en 44, puis qui s'est retrouvée en Belgique, après en France. Elle avait 16 ans quand elle a été déportée. Bon, ensuite, elle est devenue catholique. Bon, bon. Elle s'est mariée, elle a eu 4 enfants. Elle est décédée il y a un an, 97 ans. Et une amie commune qui l'a beaucoup accompagnée me disait, un de ses fils était en présence de mon amie et donc de Magda Lafont. Elle a écrit 2 livres dans 3 petits bouts de pain où elle a
parle du pain qui lui a été donné par une dame qui a dit, toi, faut que tu vives, mange 4 petits bouts de pain. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que son fils, elle disait donc, Magda parlait à Anne-Marie, mon amie, et à Benoît, son fils. Et Benoît, en disant, mais je ne vous ai jamais parlé de la déportation. Et Benoît en question, paraît-il, a réagi, mais brusquement, si ce n'est violemment, en disant, mais tout transpirait en toi. Donc, Et elle a commencé à parler ensuite et à écrire après alors je sais plus son nom, le professeur négationniste de Lyon qui a raconté que à Auschwitz, Faurisson, voilà. Et ben, quand elle a lu cela, là, elle a dit, il faut que je témoigne. Et alors, elle a témoigné dans les écoles, elle habitait Rennes, elle a témoigné dans énormément d'écoles. Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est surtout que son fils a dit, mais tout conspirait. Et elle, elle disait, mais non, je vous en ai jamais parlé. et ça, chez Razad, vous aviez le témoignage écrit, donc c'est pas sur la deuxième génération, mais effectivement, la deuxième génération, il y a beaucoup de choses qui passent en dehors du langage. Est-ce que on pourrait dire la même chose dans le style? Il y a beaucoup, vous avez parlé de ce récit en boucle, par exemple, donc il y a beaucoup de choses qui passent entre les lignes. Oui, donc d'abord sur la question donc de l'intervention de Madame, j'ai travaillé aussi avec des descendants qui, du Ah coup, oui, pour savoir comment le témoignage était passé jusqu'à eux. Et effectivement, on retrouve aussi parfois ça, des éléments où quelque chose était su, mais on ne sait pas vraiment comment. Et on ne sait pas vraiment ce qui était su précisément. Donc effectivement, ça semble fréquent. Et ensuite, dans des choses qui passent dans le style, il y a des métonymies, donc des choses ou des atténuations. Il y a quand même des figures, il y a quand même des figures de style dans ces récits, même si elles affirment très souvent, je suis pas écrivain, je suis pas auteur, je fais pas de la littérature, je raconte ce que j'ai vécu. Mais en fait, elles peuvent pas vraiment y échapper. Quand on écrit, forcément, on fait des choix, on fait des ellipses, on peut pas y échapper. ouais. Et effectivement, il y a parfois des allusions ou des choses qu'on lit entre les lignes ou qu'on comprend entre les lignes. La question des violences sexuelles dont je parlais précédemment. Dans le premier témoignage, euh, une fois qu'on a lu le suivant et qu'on a vu la vidéo VHA, on comprend qu'en fait elle en parle. Mais elle en parle de manière tellement détournée du fait elle a peur d'être violée en fait. C'est une adolescente, elle a peur d'être violée, elle sait que ça existe, ça lui fait peur. Mais en fait, on le comprend uniquement une fois qu'on a lu le reste de ce qu'elle a écrit, de ce qu'elle a dit, de manière claire. Il y a aussi une pratique donc des fouilles vaginales qui pouvaient avoir lieu au moment où les femmes arrivaient. Ça, en général, c'est dit de manière très atténuée. On va parler de fouilles très approfondies, mais on va pas le dire clairement. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Et notamment le pain, effectivement. Ouais, C'est c'est ça. Est-ce qu'elles disent comment elles ont réussi à vivre avec ça en soi? Euh, peu, Peu. et de fait, il y a une partie, il y a une partie importante des femmes sur lesquelles, dont j'ai étudié le témoignage qui se sont suicidées à un moment. Ah ouais. Donc, enfin, une partie importante, c'est pas la majorité du tout, mais c'est significatif. Mhm. Euh, non, pas. Elles parlent surtout de comment elles ont survécu sur le moment, Ouais. pas forcément de comment elles ont vécu après. Ou alors elles présentent leur témoignage comme étant un moyen de mettre à distance les cauchemars, de mettre à distance les pensées obsédantes ou le traumatisme. Mais à part le témoignage comme outil pour un peu exorciser cette expérience-là, non, pas vraiment. Et dans les témoignages que j'ai pu écouter ou que j'ai pu lire, surtout écouter et où j'ai rencontré les personnes, elles me parlaient souvent de chance. Et moi, ça me Oui. semble une notion trop vague. Et puis, enfin, pour moi, c'est pas une question de chance, il y avait une question d'intelligence du moment,
de persévérance, mais là aussi, elle parle beaucoup de chance. C'est le Oui. mot qui est utilisé. Oui, dans les raisons, quand quand ces femmes-là mentionnent les raisons pour lesquelles elles ont survécu, en général, parce que c'est en termes statistiques, c'est une très faible part des femmes qui sont déportées à Auschwitz qui reviennent. Donc, dans les explications qu'elles donnent, il y a le fait qu'elles avaient des amis qui, à des moments, les ont aidées et que ça les a sauvées, Mhm. et la chance. La Ouais. chance, c'est très, très présent. Mais c'est la chance, le hasard, c'est voilà, c'est la chance d'avoir deux Ouais. chaussures qui font une paire, Mhm. à peu près correcte. Ou d'être affecté à tel ou tel commando, plutôt qu'à un autre. À être Ouais. à l'abri pendant l'hiver. Ouais. Oui, Donc, d'accord. elle mentionne beaucoup la chance. Mhm. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a Mais des cas. c'est vrai que c'est déroutant. C'est? C'est vrai que c'est déroutant à la lecture. Oui, et puis enfin, c'est trop simple, quoi. Même s'il y a une part de chance, c'est vrai, mais ça me semble trop simple. Et puis, Oui, je vois, enfin, en tout cas, dans ce que j'ai vécu, dans ce que je vis, je vois chez les personnes qui ont survécu, je reconnais cette force, une force de oui, il y a vitalité, ça une aussi. force de vie. Ça, c'est un peu, quand on voit Ginette qui a 100 ans et qui elle est sur sa chaise roulante, mais elle veut continuer à témoigner, elle continue. Il y a une force de vie. Marie Wesslich, c'est la même chose. Elle a été à Bergen-Belsen. C'est impressionnant, impressionnant. Elle dépasse les 90 ans. Bah oui, donc il y a quelque chose quand même dans l'être. C'est présent aussi. La volonté de vivre, la force de vivre, c'est aussi quelque chose qui est présent. Et elles en parlent? Oui, elle t'en parle. Ouais. C'est Mhm. pas, j'ai pas le sentiment que ce soit aussi présent que la chance ou que Ouais, ouais. le fait d'être sauvé, mais il y a aussi et j'ai aussi beaucoup en tête les témoignages précoces parce que c'est ceux sur lesquels je travaille le plus. Il y a aussi une manière, à mon avis, mais ça, voilà, c'est un sentiment, mais à mettre en lien avec le fait de refuser de se présenter comme étant un écrivain. Ah, Ces femmes-là, elles veulent pas se mettre en avant. Et ouais, parfois, on peut, en lisant des témoignages de femmes qui ont appartenu au même cercle, on découvre qu'il y en a une qui a aidé l'autre. Elle n'en parle pas dans son propre témoignage, c'est ses amis qui en parlent. ouais. Ou alors, cette chance permet parce qu'il y a cette notion de culpabilité d'avoir survécu. Oui. Et la chance permet de trouver une raison et de se déculpabiliser un peu quand même. Bah voilà, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous, quoi, dont on ne dépend pas, c'est chance ou malchance. Après, c'est vrai, il y a chance ou malchance aussi. Mais souvent, c'est beaucoup plus présent que ça me semble être vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il suffit d'enlever le micro ou l'image ou pas. Donc, s'il n'y en a pas, moi j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a des témoignages? Enfin, est-ce que vous avez des témoins préférés? Des témoins préférés, après, forcément, il y a une Celles plus. pour lesquelles ou laquelle vous avez particulièrement de l'affection? Oui, oui, forcément. Forcément, parce que je les ai lus à longueur de journée pendant 2 ans. Ouais. Donc, oui. Oui, oui, oui. Ben, il y en a une en particulier donc, où j'ai rencontré une partie de ses descendants. Donc, je pense que ça joue aussi sur le fait qu'il y a une charge émotionnelle qui est plus grande. C'est aussi une femme qui n'a pas été publiée, contrairement à d'autres. Mhm. Et, euh, et en fait, donc, elle s'appelle Alice. Et donc, elle a écrit dans les années 50. Et donc, c'est celle qui a un témoignage qui est circulaire. Et elle, ce qui fait blocage, c'est la mort de ses enfants, parce qu'elle avait plusieurs enfants. Et il y en a une partie qui ont été déportés avant elle et qui sont pas revenus, qui font partie d'un des seuls convois qui a été envoyé à Sobibor. Et donc, ils ont été tués à leur arrivée. Donc, c'était pas des petits-enfants, c'était des adolescents, jeunes adultes. Donc, pour ceux qui n'ont pas survécu. Et sa langue maternelle, c'est le ladino, donc elle est née
en Turquie. Avec son mari, ils sont arrivés en France dans les années 30. Et donc son témoignage, il est vraiment très marquant parce que le fait qu'il soit circulaire, donc elle recommence beaucoup. Et il est aussi très marquant parce que en fait, le français, elle le parle, mais elle l'écrit pas. Et donc son témoignage, il est écrit de manière phonétique, avec très peu de ponctuation, Mhm. voire pas du tout de ponctuation. Et on voit quand même qu'il y a un titre à son témoignage. Il y a des marques de relecture, il y a des changements de stylo. Donc on voit quand même que c'est pas quelque chose qu'elle a écrit comme ça une fois, elle y est revenue, elle a réessayé, etc. Et ce pourquoi elle est sur... C'est vraiment un récit qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il permet de remettre en question l'idée reçue qu'on peut avoir, que j'avais en commençant ma recherche. Je m'attendais à trouver majoritairement des femmes qui avaient poursuivi des études et qui étaient plus diplômées que la moyenne, qui maîtrisaient mieux les codes de... de la rédaction, de la composition, etc. Ce qui est vrai, elles sont surreprésentées dans mon corpus. Mais c'est pas une condition, c'est pas une condition sine qua non, le fait de maîtriser les codes de l'écriture. C'est quand même possible d'écrire en français et de faire le choix d'écrire dans une langue dont on maîtrise pas l'écrit. C'est quand même une possibilité et c'est vraiment très 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 intéressant Ouais. comme trajectoire. Il y a véritablement cette Pardon? volonté de Moi, témoigner. j'ai Claude, encore une petite oui, question. bien sûr. J'ai une petite question, c'est sur, on parle, j'ai lu un livre dernièrement sur la sage-femme d'Auschwitz. Mm. Euh, Est-ce que vous avez rencontré des femmes qui vous ont parlé justement des accouchements faits dans les camps? Et comment ça se passait vraiment? Parce que ça avait l'air vraiment réel, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elle a raconté, quoi. Donc j'ai pas rencontré de femmes, mais effectivement j'ai lu quelques témoignages. Ce sont des événements qui sont mentionnés, notamment parce qu'il y a des femmes sur lesquelles j'ai travaillé qui sont médecins. Donc, soit qui sont médecins au camp ou infirmières au camp, soit qui sont médecins avant d'être déportés et qui, du coup, mettent leurs connaissances au service de leurs camarades, même si elles ne sont pas forcément à l'infirmerie. Et donc, effectivement, j'ai lu des choses sur les accouchements. Donc, les accouchements, il y en a peu parce que si une femme, elle est visiblement enceinte, elle va pas rentrer dans le camp. Elle va être directement assassinée. Et quand il y en a, c'est toujours dramatique parce que l'idée qui ressort de ces témoignages, c'est que pour essayer de sauver la mère, en fait, il faut que le bébé meure. Il faut que le bébé disparaisse parce que sinon, ils vont tous les deux mourir. Donc, dans ce que j'ai lu, il y a pas de femmes qui survivent avec leur enfant. L'enfant est né et ensuite, il faut trouver une solution pour sauver sa mère, en fait. Parce qu'apparemment, dans le livre, on leur prenait les enfants pour les emmener au Lebensborn, enfin, pour alimenter les orphelinats allemands, quoi. Oui, il y a plusieurs sorts qui peuvent leur être réservées. Ces enfants-là, ils peuvent aussi être, on peut aussi, ils peuvent aussi être pris D'accord. par les chefs de camp ou les SS pour donc donc, pour subir des expériences à nouveau pseudo-scientifiques D'accord. sur les Merci. bébés. Mais en tout cas, ouais, c'est pas Merci très, bien. Là, ça fait partie des sujets qui font mal, quoi. ouais, qui sont difficiles. Ah, ça ne doit pas être évident. Justement, je vais poser la dernière question. Est-ce que dans ces témoignages, on a, comme vous l'avez dit, ça débute à l'arrestation, on sort, on n'a pas parlé d'ailleurs de la libération. Non, deux questions, parce que c'est dommage de ne pas en parler, surtout à 80 ans de l'ouverture d'Auschwitz. Qu'est-ce qui ressort pour cette ouverture d'Auschwitz, cette libération finalement de ces femmes? Alors, il y a plusieurs. Ça dépend de la période et ça dépend du témoignage. Déjà, il y a pas mal de témoignages qui n'en parlent pas parce que les témoignages publiés, ils sont très linéaires. Les témoignages non publiés, soit ils racontent un événement, si c'est pour un procès, on raconte ce qui est au sujet du procès, rien d'autre, par exemple. Ou alors des témoignages inachevés, il y en a aussi un certain nombre. Donc, il est possible qu'on n'en parle pas. Il est possible qu'on parle uniquement de cette question de la libération. Si c'est un témoignage qui est produit pour une commémoration de la libération,
Dans ce cas-là, on va parler uniquement de la libération du camp. Et on peut en parler de différentes manières. Donc soit on va en parler de manière très positive. Donc, pardon, donc ce n'est pas un motif qui Non, apparaît dans tous les témoignages. non, Ah ouais, c'est pas le plus saillant. non, pas du tout. D'accord. C'est pas ce qui est le plus. Ça apparaît ça apparaît fréquemment, mais c'est pas l'entrée au camp, c'est pas la douche, c'est Ouais. pas. D'accord. C'est intéressant ça. Et là aussi, on a des mentions, mais des mentions tardives des violences qui ont pu être commises ou qu'ont pu craindre les femmes de la part des soldats de l'armée rouge qui ont Ah, libéré. donc finalement, la libération, l'ouverture, c'est pour ça qu'on dit l'ouverture, mais même pour elle, c'est une libération quand même. Oui. Euh, oui, finalement, c'est pas ce qui reste comme ouais, un immense soulagement. C'est quand même d'abord une grande crainte. Alors, il y a la dimension de la crainte, il y a aussi le soulagement, mais en fait, oui, il y a beaucoup de craintes parce que il y a celles qui vivent la libération d'Auschwitz et celles qui la vivent pas sur place parce qu'elles ont été emmenées soit en train, soit dans les marches de la mort et qui en fait sont même pas là. Ouais, ouais, ouais. Et D'accord. pour elles, c'est essentiellement de la crainte et de la douleur cette période du mois de janvier. Intéressante parce que euh, rétrospectivement, on s'imagine pas ça. On s'imagine, ouais, les portes s'ouvrent et on s'en va, mais les portes s'ouvrent et on laisse rentrer un nouvel ennemi potentiel, finalement. Après, ça dépend de l'orientation politique. On va pas trouver ça chez les femmes communistes. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est hyper intéressant. Bon, dernière question, voilà. Ma dernière question, est-ce qu'il y a des moments de bonheur? Euh, C'est une question paradoxale, évidemment, associée bonheur et Auschwitz. je dirais pas des moments de bonheur, mais il y a des moments qui sont décrits de manière positive. Euh, il y a beaucoup de reconnaissance, il y a beaucoup d'affection, il y a de la tendresse aussi entre les femmes. Mhm. Il y a des moments positifs. Là, celui qui me vient comme ça, c'est un épisode, donc c'est dans le témoignage de Louise Alcan. J'ai un doute, je sais plus si c'est celui de. Donc, je sais plus si c'est sans armes et sans bagage, donc celui qui est précoce, ou le temps écartelé dans les années 80, mais où elle raconte un moment où les détenus reçoivent un petit plus dans leur ration quotidienne. C'est le zoulage dans le vocabulaire du camp. Et donc ensuite, il y a un vol qui est réalisé, mais sur le moment, c'est quelque chose qui est positif. D'avoir un petit... Mhm. ou enfin, une amie qui va donner des gants, par exemple. Donner des... Des gants. Il va des... récupérer des gants, parce qu'il y a tout un marché noir qui se réalise et du troc, qui obtient des gants et qui va donner des gants à sa camarade parce que elle a les mains trop abîmées et que plein hiver. Ouais. Ou quand Donc, j'y des petits moments, c'est pas vraiment du bonheur. Il Non, y a des non, moments qui sont racontés de manière positive. oui, mais je sais, ma question était volontairement excessive, mais ça me rappelle quand Ginette raconte comment Simone Veil lui a donné une robe. Ouais, Elle, elle lui a sauvé, elle dit que ça lui a sauvé la vie parce que la robe était chaude et elle avait eu des dessous. Elle avait eu dans les vêtements qui leur étaient lancés aux Juifs, elle n'avait eu que des dessous finalement. C'était le froid et la mort assurée. Bon, en tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Sherazade à vous. Abel. Et donc, ça va être enregistré, c'est enregistré, et ce sera sur la page YouTube d'Hebraïka. Ouais, on peut enlever les micros et applaudir, c'est vrai. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Oui, merci, Bon. merci beaucoup, hein. Merci Et, beaucoup. et merci de Merci, continuer ce merci. travail. J'ose le dire, nous vous en sommes très reconnaissants. Merci On beaucoup. a besoin que ça continue à travailler, à étudier cette dimension-là. Merci encore et belle vie de prof d'histoire. Et on attend avec impatience la suite de vos recherches. Au revoir. Merci. Au 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 revoir. 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 Au revoir, Au Eva. revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.